Les événements vont déjà à un rythme effrayant à Gaza et ils semblent s'accélérer. Il y a peu, le Hamas proposait à Israël un cessez-le-feu en échange de la libération de tous les otages qu'il détient. Netanyahou a refusé cette demande en disant qu'il devait éradiquer le Hamas. Entre-temps, il y a eu une intrusion des familles des otages dans une réunion du cabinet israélien pour protester contre l'absence de réelles négociations pour libérer les otages. Les familles sentent bien que la poursuite des bombardements, la poursuite de la guerre met en danger la vie des otages. Et puis surtout, il y a eu des événements dramatiques pour Israël puisque lundi, 25 soldats israéliens ont été tués dans les affrontements. C'est le plus lourd bilan en une seule journée pour l'armée israélienne. Dans le même temps, 190 Palestiniens ont péri dans les bombardements de l'armée israélienne. Et du coup, Netanyahou a fait une proposition à Hamas en proposant une trêve, non pas un cessez-le-feu, une trêve de 2 mois. En échange de la libération des otages détenus par le Hamas, il y aura une libération de certains prisonniers palestiniens et donc une trêve humanitaire pendant 2 mois. Netanyahou est sous pression. Il est sous pression de l'opinion israélienne qui le tient responsable des défaillances sécuritaires du 7 octobre. Il est également sous pression des familles des otages. On n'est pas certain que tous les otages détenus par le Hamas sont toujours vivants, mais la grande peur des familles, c'est que plus le temps passe, plus ils risquent d'être tués par des bombardements, être mal soignés, et donc que les chances de les revoir vivants s'amenuisent au fur et à mesure que le conflit continue. Et puis il y a aussi une pression internationale. Alors certes, on sait bien que Netanyahou est parfaitement insensible aux réclamations des ONG, du système onusien, qui chaque jour met en évidence le désastre humanitaire qui est en cours, plus de 25 000 morts, un nombre encore plus important dans la réalité parce que cela ne tient pas compte de ceux qui sont dans les décombres et qui ont été tués. Cela ne tient pas compte des blessés qui vont mourir, du fait qu'on ne peut pas soigner leurs blessures. Cela ne tient pas compte de ceux qui vont mourir du fait des épidémies, du fait du manque de ravitaillement ou du fait du manque de soins. Mais dans ce cas-là, le bilan est très lourd et cela restera quand même dans les mémoires collectives. Et les pays occidentaux sont un peu coincés entre leur solidarité, qui n'est plus inconditionnelle avec Israël, mais le fait qu'ils demandent à Israël de faire des efforts par rapport au bombardement n'est pas suivi de menaces de sanctions ni même de pression. En fin de semaine dernière, Joe Biden rappelait son attachement à la solution des 2 États. Le lendemain, Netanyahou disait qu'il n'était pas question pour lui et que Israël devait contrôler tous les territoires dans son périmètre pour sa sécurité, qu'il n'était pas question de la création d'un État palestinien. Ceci étant, une fois encore, les protestations de Biden, le fait qu'Anthony Blinken à Davos dit qu'il est ému par le sort des Palestiniens, qu'il voit bien la souffrance, mais en même temps, si les amis veulent vraiment un résultat, ils n'ont qu'à juste arrêter la fourniture d'armes à Israël, parce que ce sont bien avec des bombes américaines qu'Israël bombarde Gaza. Et donc on proteste, mais en même temps on continue les fournitures de matériel militaire qui permettent les bombardements, que l'on condamne moralement par la suite. C'est quand même une sorte de grand écart qui conduit à une déchirure musculaire assez profonde, et les autres pays en sont pas dupes. Et en fait, les pays occidentaux sont tenus responsables par leur solidarité sans faille avec Israël de ce qui se passe. L'Union européenne a reçu le ministre des Affaires étrangères palestinien et israélien. Celui-ci a rappelé qu'il était hostile à la solution des 2 États. Et il faut bien savoir que ceux qui en interne en Israël condamnent Netanyahou ne sont pas pour autant pour la solution des 2 États et la création d'un État palestinien. Et c'est Josep Borrell, le responsable de la diplomatie européenne, qui a les mots les plus nets par rapport à ce refus de la solution des 2 États, dit des responsables israéliens, en disant « Mais que veut Israël ? Les faire partir, les Palestiniens, les tuer tous, c'est impossible. Et Israël est en train de semer les graines de la haine de demain. » On ne franchit pas le pas de réelle pression sur Israël. Et donc Netanyahou se sent les mains assez libres pour continuer. Surtout qu'en fait, il a un intérêt à continuer la guerre, parce que tant que la guerre continue, il n'est pas mis en cause et il ne peut pas être renversé. Et certains, y compris en Israël, craignent que Netanyahou ne cherche un peu pour détourner l'attention de ses propres responsabilités, pour gagner un peu de temps, dans l'espoir que Donald Trump revienne au pouvoir, finalement, d'exporter la guerre au Liban. Ça ne serait pas le Hezbollah qui lancerait la guerre, mais ça serait Israël qui, par une sorte d'engrenage, finalement, nourrirait la guerre contre le Liban pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement de gouvernement en Israël. Mais finalement, si Netanyahou prenait un tel risque, il pourrait se couper plus fortement des pays occidentaux qui, pour l'instant, critiquent son comportement, mais de façon assez platonique, et qui ne prennent aucune mesure pour, finalement, sanctionner Israël. On voit bien qu'il y a une très grande différence. Lorsque la Russie viole le droit international, il y a des sanctions immédiates, et elles sont justifiées par les crimes de guerre et l'entrée en guerre illégale de la Russie. Lorsque c'est Israël, on proteste, on critique, mais on ne tire aucune conséquence pratique de nos désaccords avec Israël.
Et donc finalement, ça entretient une sorte d'impunité d'Israël. Comment sortir de ce piège? Les Israéliens refusent la création d'un État palestinien, et donc ils ne le feront pas volontairement. Et donc il n'y a pas tellement de solution. Soit on continue un état d'affrontement, et il faudra effectivement, comme le dit Joseph Borrell, soit faire partir les Palestiniens, soit les tuer pour qu'ils renoncent à avoir un État, soit du coup commencer à prendre sérieusement le problème et à se dire que lorsque les deux protagonistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un conflit, eh bien peut-être qu'il faut faire pression. On n'est pas dans une impasse, on est dans un trou dans lequel on s'enfonce. Parce qu'il y aura de plus en plus de morts, de plus en plus de destruction. Et donc, comment terminer un conflit? Soit effectivement, comme le dit M. Borrell, dans la mesure où les Israéliens disent ne pas vouloir d'un État palestinien, ce conflit va continuer parce que les Palestiniens ne renonceront pas à avoir leur État comme tous les autres peuples qui demandent l'autodétermination. Et donc il y a un défi assez grave par rapport à toute l'insécurité que la poursuite de ce conflit provoque, sur le commerce mondial aussi. On voit bien ce qui se passe en mer Rouge et on peut craindre un développement du terrorisme, du fait de la poursuite de la guerre. La haine va effectivement prendre de plus en plus d'importance. Et puis à terme, est-ce que les Israéliens pensent vraiment qu'ils pourront faire l'économie de la création d'un État palestinien? Ils pensent vraiment que les Palestiniens vont renoncer à avoir leur État comme tous les autres peuples? Pourquoi les Palestiniens n'auraient pas le droit, comme tous les autres peuples, à l'autodétermination? L'occupation d'un peuple par un autre n'est plus possible au XXIe siècle. Et donc, si les Israéliens ne veulent pas d'eux-mêmes accepter la création d'un État palestinien, il faudra bien quand même les y contraindre par des pressions, voire par des sanctions.